arrivée en Roumanie s'est déroulée au milieu d'une urgence émotionnelle qui m'a aspiré à l'intérieur. La vie à Bucarest, avec ses bruits et ses corvées sans fin, n'a fait qu'accentuer le vide que je ressentais. Professeur d'université, écrivain, c'est comme ça que la plupart des gens me voyaient. Mais au fond de moi, j'étais brisé, submergé par la frustration et la lassitude. Tout ce dont j'avais besoin, c'était de me déconnecter, de m'échapper, de devenir une ombre parmi les montagnes à Puseni, où rien d'autre que la nature ne pouvait me trouver. Peut-être le silence intense, peut-être l'absence de voix, pourrait-il me redonner le goût d'écrire. Quand je suis arrivé à la cabane, un refuge en bois archaïque perdu sur les pistes, j'ai su que c'était le bon endroit. Il n'y avait pas de signal téléphonique, pas de contact avec le monde extérieur. Seulement l'odeur du bois humide et le vent qui transperçait les arbres à l'extérieur. La première nuit fut sereine. Je n'ai rien fait d'autre que d'allumer la cheminée, de m'envelopper dans une couverture et de regarder le feu s'éteindre. La paix que je cherchais semblait être là, dans la chaleur crépitante du bois, dans les ombres qui dansaient sur les murs. Je me suis endormi peu de temps après, bercé par cette chaleur étrange et réconfortante. La deuxième nuit, cependant, quelque chose a commencé à changer. Le silence que j'avais autrefois recherché me semblait maintenant oppressant, aigu. Il n'y avait plus le calme que j'aspirais, et les heures s'écoulaient, comme si quelque chose à l'extérieur n'attendait que le bon moment pour se manifester. Mes oreilles ont commencé à capter des sons subtils, des bruits qui, bien que lointains, semblaient émerger du sol ou des coins de la cabine. Des murmures étouffés, peut-être un courant d'air se déplaçant entre les fissures des fenêtres. J'ai passé une grande partie de la nuit assis dans le noir, analysant chaque son, essayant de comprendre si ce que j'entendais était réel ou simplement mon esprit, fatigué et fragile, jouant des tours. Au cours de la journée, la situation ne s'est pas améliorée. Le soleil pâle et faible semblait incapable de réchauffer la pièce, et la forêt autour de la hutte se dressait comme une masse dense et infranchissable. Un matin, au cours d'une brève promenade nécessaire pour relâcher la tension accumulée, j'ai trouvé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Parmi les arbres, presque enfoui dans la terre humide, un petit objet patiné par le temps, un ruban de tissu, collé sur une branche tordue comme une offrande macabre. Il avait l'air vieux, délavé, mais il était impossible de ne pas penser que quelqu'un l'avait laissé là, intentionnellement, comme un avertissement. De retour à la cabane, le sentiment que je n'étais pas seul grandissait. Quelque chose bougeait à la périphérie de ma vision, de courtes ombres qui disparaissaient dès que j'essayais de me concentrer sur elles. J'ai commencé à me rendre compte que la cabane avait ses propres secrets. Dans l'un des tiroirs de la cuisine, j'ai trouvé une vieille feuille de papier, couverte de mots griffonnés à la main, presque indéchiffrables, qui parlaient d'une veillée sans fin, d'yeux qui ne se ferment jamais et d'ombres qui rôdent. Les mots me dérangeaient, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était le sentiment de familiarité. Même si je n'y étais jamais allé, j'avais l'impression que ces phrases avaient été écrites pour moi, un message d'un inconnu qui partageait la même solitude, le même désespoir. Au fil des jours, l'écriture est devenue une compulsion. Je ne dormais plus. Je m'asseyais à la table, la plume à la main, et les mots apparaissaient simplement, comme si mon esprit n'était qu'un canal, un portail à travers lequel se manifestaient des pensées étrangères. Ce n'étaient pas des histoires normales. C'était un courant de conscience, presque comme une prophétie inversée. Chaque phrase semblait avoir un poids, et le contenu, de plus en plus obscur, décrivait des tourments qui n'étaient pas les miens, mais d'une présence sombre et hostile. C'était comme si la cabane me forçait à écrire, à revivre des souvenirs qui n'ont jamais été les miens, qui appartenaient à une autre âme, qui n'aurait peut-être jamais quitté cet endroit. Une nuit, alors que je griffonnais l'un des passages, quelque chose m'a fait lever les yeux. La fenêtre, qui m'avait auparavant donné une vue sur la forêt morte, semblait maintenant encadrer quelque chose de différent. Les arbres étaient là, oui, mais il y avait autre chose, une silhouette presque indiscernable, immobile, juste une présence, une ombre qui ne devrait pas être là. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre avec un mélange d'effroi et de fascination.
Quand j'ai regardé dehors, l'ombre avait disparu, mais le sentiment persistait, comme si ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de sortir, mais les chemins étaient bloqués. La neige tombée les jours précédents avait fermé les routes, et toute tentative de communication était vaine. J'étais piégé, seul, obligé de vivre avec le vide de la cabine et les mots qui coulaient de mon esprit compulsivement, transformant mes pensées en un abîme dont je ne pouvais pas m'échapper. J'ai commencé à entendre des coups sur les murs pendant la nuit, des sons rythmés et constants, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'attirer mon attention. Au début, je l'ai ignoré, mais plus tard, une curiosité morbide a pris le dessus. Je me levai et suivis le son dans la pièce sombre où un mur semblait émettre un écho étrange. J'ai posé mon oreille sur la surface froide et j'ai entendu respiration, une lumière, un calme presque synchronisé avec le mien. La panique s'empara de moi, mais il était trop tard. Je savais que la cabane me possédait, que tout ce qui était là en faisait partie. J'ai essayé de lutter contre la compulsion, mais au fond de moi, je savais que j'avais perdu. Ma santé mentale s'est glissée entre les pages tachées d'encre, et je n'ai pas eu d'autre choix que de continuer à écrire, laissant les ombres prendre le dessus sur mon être. Finalement, alors que la tempête semblait donner un répit, j'ai été retrouvé par une équipe de sauvetage. Ils ne comprenaient pas mon état. Ils m'ont traîné dehors, insistant sur le fait que j'étais juste épuisé, déshydraté. Mais quelque chose en moi avait changé. La réalité qu'ils connaissaient s'était fragmentée. J'ai regardé en arrière vers la cabine et j'ai vu l'ombre de quelqu'un à la fenêtre. Quelqu'un qui savait maintenant très bien qui j'étais. Mon esprit a toujours recherché l'immobilité, et c'est peut-être pour cela que la photographie était ma vocation. Le silence absolu du Lysefjord, ses eaux sombres et ses rochers imposants étaient le refuge idéal pour échapper à l'agitation. Moi, Ingrid Bjerk, 32 ans, j'ai toujours été fasciné par les paysages inhospitaliers, les lieux où l'homme devient minuscule face à la nature. Il était arrivé au fjord avec un objectif clair, capturer un environnement si authentique et intact que chaque image semblait pulser. Cependant, cette cabine, il était impossible de l'ignorer. C'était là, caché parmi la végétation dense, un bâtiment ancien et fragile, presque en ruine. J'ai décidé de l'utiliser comme base pour mes promenades et comme refuge la nuit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'odeur du bois vieilli envahit l'air, mêlée à quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Au début, j'ai exploré l'intérieur avec désinvolture. J'ai vu des marques étranges sur les murs, de petites incisions dans le bois, qui ressemblaient à des gravures ou à des symboles grossiers. Mais je n'y ai pas prêté attention. Le lendemain matin, le soleil se leva à travers les montagnes et illumina l'intérieur de la cabane, révélant des marques sur le sol. Ce n'était pas seulement de la saleté, c'était sombre, presque brun, des taches éparpillées de manière irrégulière. J'ai regardé attentivement, et la texture, dense et sèche, ne laissait aucun doute. Des taches de sang. Le sentiment de répulsion m'a envahi, mais j'ai essayé de repousser cette pensée. Les gens campent, chassent. Peut-être était-ce un accident. Mais au fur et à mesure que la journée avançait et que je me consacrais à la photographie, l'agitation me consumait. Le crépitement des feuilles, l'écho des oiseaux, tout semblait muet et lointain. Je suis retourné à la cabane à la fin de la journée, cherchant à me reposer. Mais dès que je suis entré, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Dans un coin près de l'entrée, un ensemble de rayures se détachait sur le plancher en bois. Il ressemblait à des traînées de clous, comme si quelqu'un avait traîné leurs doigts avec une force désespérée. J'ai avalé et mon cœur s'est emballé. J'ai essayé de rationaliser. Les gens peuvent réagir à la peur de manière intense. Mais le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas du tout ne me laissait pas faire. Plus tard, dans l'obscurité de la nuit, j'ai dû allumer une lampe de poche pour chercher un cahier que j'avais laissé sur le sol. Alors que je balayais le faisceau de lumière à travers la pièce, j'ai vu une forme curieuse sur l'un des murs latéraux. Je suis allé là-bas et en l'éclairant mieux, je me suis rendu compte que les marques formaient un motif. Il y avait 4 figures humaines grotesquement gravées sur le mur, empilées de manière chaotique
Et à côté d'elle, une petite inscription en norvégien, quelque chose comme « Les eaux du fjord recèlent des secrets qui ne devraient jamais voir le jour ». J'ai passé le reste de la nuit sans dormir, essayant d'ignorer la peur. Mais le lendemain matin, j'ai ressenti un besoin urgent de sortir de là et d'explorer un peu plus, peut-être de trouver une explication. En fait, j'avais besoin de savoir. Il y avait dans cette cabine quelque chose de sombre qui semblait réveiller mon esprit, comme une fièvre insidieuse. Autour du site, j'ai continué à remarquer de petits détails qui s'étaient échappés auparavant. Des traces de feu sur les pierres, des morceaux de tissu qui se désintégraient au toucher et des traces de pas sur le sol, certaines si grandes qu'elles semblaient appartenir à un homme costaud. Puis, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me sentir observé. Au loin, parmi les arbres, des ombres semblaient se mouvoir subtilement. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Quand je suis rentré dans la cabine, quelque chose était différent. La porte était ouverte, se balançant au gré du vent. J'étais sûr de l'avoir enfermée. À l'intérieur, les taches de sang sur le sol semblaient s'être étendues. Le bois grinçait sous mes pas, et l'air lourd rendait la respiration plus difficile. C'était comme si cet endroit respirait, comme s'il avait une vie propre. J'ai pris mon appareil photo, et soudain, une idée m'est venue. Enregistrer chaque détail, chaque tache, chaque marque. S'il s'agissait d'un crime non enregistré, je le documenterais. Pendant des heures, j'ai pris des photos, essayant de faire en sorte que l'objectif capture le sentiment d'horreur qui m'envahissait. Mais à chaque clic, la peur semblait s'intensifier. Il faisait déjà nuit quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter immédiatement. Sur la dernière photo, en zoomant sur les détails de la toile, j'ai vu une ombre qui n'aurait pas dû être là. Une silhouette qui semblait me regarder depuis le coin de la cabine. Je me tournai lentement vers l'endroit et la panique se serra dans ma poitrine. Il n'y avait personne. Mes mains tremblaient et j'ai senti qu'il était temps de partir. Mais le couloir menant à la sortie semblait s'étendre à chaque pas. Quand j'ai finalement touché la poignée de la porte, un grincement derrière moi a paralysé tous mes sens. Quelqu'un ou quelque chose était là. J'ai dégluti en retenant mon cri et j'ai couru. Tandis que je m'enfuyais, l'écho de mes pas se mêla au bruit d'une autre série de pas, plus lents mais plus lourds derrière moi. À chaque pas, mon cœur battait avec une force insupportable. J'ai senti une présence, froide et insistante, une ombre qui semblait se rapprocher à chaque seconde. J'ai atteint le bord du fjord et j'ai regardé en arrière. La cabine était là, immobile, la porte entr'ouverte comme une invitation de mauvais augure. Mais le chiffre avait disparu. L'ombre qui me hantait faisait maintenant partie de mon passé, mais les images et les sons de cet endroit restaient gravés. Et au fond de moi, je savais que je ne regarderais plus jamais le monde de la même manière. Revenir à la cabane marchand des monts d'Arrée, qui reposait au bord d'une vallée brumeuse, était une idée qui habitait depuis longtemps mon esprit. Il y a de nombreuses années, après la mort de mes parents et la carrière que j'ai embrassée en tant qu'avocat, j'ai quitté les monts et les ténèbres qui semblaient toujours planer sur eux. La raison pour laquelle je suis parti, ou du moins ce que je voulais croire, était le destin inévitable de l'âge adulte et non les événements étranges qui ont entouré la disparition de ma sœur. L'arrivée fut tout ce que j'attendais. Le ciel gris semblait suivre les contours des sommets et des forêts sombres. La vieille cabane encore têtue, ses murs qui avaient absorbé des décennies d'humidité et faisaient écho au poids des souvenirs de famille. La mousse avait envahi les pierres et le bois, mais la structure était toujours debout, protégeant ses secrets et témoignant des histoires que nos parents ne racontaient pas. C'est là, sur ce morceau de terre isolé, où le vent même semblait plus dense, que le marchand a enterré le passé. J'ai laissé mes affaires dans la cabine et j'ai commencé à explorer le parc. J'ai marché jusqu'à l'arbre où nous avions l'habitude de jouer, près du ruisseau où j'ai vu ma sœur courir pour la dernière fois, ses rires résonnant à travers les rochers. Au fur et à mesure que le jour avançait, le brouillard s'épaississait et des ombres dansaient sur les bords de mon champ de vision. J'ai essayé de me convaincre que le temps avait changé le paysage et mes souvenirs.
Cependant, l'atmosphère chargée des monts d'arrêt n'avait pas changé. Il semblait encore plus fort, comme si cet endroit attendait mon retour. Quand je suis rentré dans la cabine au crépuscule, la lumière s'échappait déjà par les fenêtres poussiéreuses. Avec une lampe de poche à la main, j'ai commencé à explorer l'intérieur. J'ai ouvert des tiroirs, fouillé dans des armoires, mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des restes de ce qui était autrefois notre vie là-bas, comme des cadres rouillés et le journal intime de ma mère, avec des pages arrachées. Cependant, lorsque j'ai essayé de déplacer une étagère contre un mur, j'ai remarqué que le sol craquait d'une manière étrange. En dessous, il y avait un espace creux. Avec effort, j'ai repoussé l'étagère et j'ai trouvé une ouverture, où un petit compartiment en bois cachait quelque chose enveloppé dans de vieux tissus. Je les ai déroulés avec des doigts tremblants, révélant une poupée de chiffon, le jouet préféré de ma sœur, sale et usée. C'était comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur, en conservant un morceau. Ce qui est étrange, c'est que je ne me souvenais pas de l'avoir vu sortir la poupée de la pièce. Cette nuit-là, j'aurais dû dormir, mais le calme devenait de plus en plus troublant. Un bruit doux, semblable à des pas lents, commença à se faire entendre. Le bois du plancher grinça légèrement, interrompant le silence. Je suis resté immobile, essayant de comprendre si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, ou si le passé se cachait vraiment autour de moi, reconstituant un vieux souvenir. C'est à ce moment-là que, pendant un instant, j'ai presque senti le léger contact d'une main sur mon épaule. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis forcé à me lever. J'avais besoin de voir ce que cet endroit contenait d'autre. Sur le mur où était caché le dernier vestige de ma sœur, j'ai gratté la peinture usée et j'ai remarqué des marques gravées, presque invisibles, comme de petites inscriptions ou des mots qui s'entremêlent. Des paroles usées par le temps, mais clairement présentes. Les mots n'avaient pas de sens au début, mais le schéma dans lequel ils se répétaient me semblait familier. Ma sœur et moi avions inventé une langue pour nous-mêmes, griffonnée dans le journal intime auquel il manquait maintenant quelques pages. C'était comme si elle essayait de me parler après tant d'années. Là, dans l'obscurité et le calme forcé de cet endroit, je pouvais presque voir son visage, ses grands yeux me fixant, avec la même expression curieuse que lorsque nous étions enfants. Cependant, le silence fut bientôt rompu par un coup violent à la porte d'entrée, suivi d'un bruit lointain de pas résonnant dans la forêt. J'ai regardé dehors, mais la nuit était si dense que toute forme se perdait. Ces bruits, qui semblaient autrefois être le fruit de mon imagination, étaient maintenant plus proches, pressant presque la hutte. La pluie a commencé à tomber fort, m'obligeant à rester à l'intérieur de la maison. La tempête semblait entourer la cabane exprès, comme si l'endroit me retenait, comme si la maison elle-même ne voulait pas que je parte avant que je puisse découvrir ce qui s'était réellement passé. Alors, comme un dernier défi à ma propre peur, je suis allé au grenier, l'endroit où, quand nous étions petits, nous n'osions pas y aller seuls. Là, tout était intact, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Dans l'un des coins, j'ai trouvé une malle, fermée par une vieille chaîne et un cadenas rouillé. Je savais que je ne devais pas l'ouvrir, mais la curiosité qui m'y avait amené était plus forte que n'importe quel avertissement silencieux. En forçant la serrure, j'ai senti une pression soudaine dans ma poitrine, comme si quelque chose m'oppressait, essayant de m'empêcher de continuer. Mais j'ai continué. À l'intérieur de la malle, il y avait d'autres objets de ma sœur. Un mouchoir, des photos, un ruban usé et une lettre qui m'était adressée. La lettre, écrite d'une écriture tremblante et désordonnée, ressemblait à un mélange de peur et de désespoir, avec des mots décousus comme si elle essayait de dire quelque chose tout en étant interrompue ou observée. La dernière ligne, cependant, était claire et directe. Ne regardez pas en arrière. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui se passait. Tout autour, le passé, les souvenirs étaient vivants à cet endroit. Ce n'était pas seulement ma sœur, mais le poids d'une histoire qui n'avait jamais été racontée, quelque chose qui aurait dû rester enfoui avec les secrets de la cabane. J'ai senti une présence derrière moi, une ombre qui planait, attendant que je commette l'erreur de regarder en arrière, de me confronter à ce qui nous avait entourés pendant toutes ces années. Cette nuit-là,
la tempête a continué à me garder piégé là-bas. Et quand les premiers signes de lumière du jour sont apparus, j'ai décidé qu'il était temps de partir. Je n'ai rien emporté avec moi, j'ai tout laissé à l'endroit où je l'ai trouvé. Je savais qu'il y avait des mystères qui devaient rester inexplorés, qu'il valait peut-être mieux que l'histoire de ma sœur fût oubliée dans les monts d'Arié. En descendant la colline, j'ai senti que la cabane me regardait, que les arbres m'entouraient, comme s'ils voulaient me garder là pour toujours, gardien d'un secret dont je ne voulais pas faire partie. Ce jour-là, en sortant des monts d'Arié, l'image de ma sœur, de son sourire et de la dernière fois que je l'ai vue a disparu de mon esprit, remplacé par le vide, un oubli volontaire qui semblait être le seul moyen d'avancer. Je m'appelle Max Reiner, je suis un anthropologue allemand qui s'intéresse particulièrement aux légendes et aux mythes qui façonnent la culture d'un peuple. Mes années de recherche m'ont conduit dans des lieux inhospitaliers et des interactions avec les habitants qui ont raconté leurs histoires, souvent imprégnées de superstitions. Mais rien ne m'avait préparé à la solitude étouffante que j'ai trouvée dans la chaumière isolée de Teufelsmoor, près de Brême, où les histoires sur la malédiction du marais m'ont attiré comme un aimant. L'idée que ce marais était maudit ressemblait à une fable inventée par des villageois qui ne pouvaient pas faire face à l'immensité du silence qui les entourait. La nature, la flore et la faune, chaque élément autour de moi était complètement différent de tout ce que j'avais jamais vu. La densité presque palpable de l'air et l'obscurité qui enveloppait la cabine la nuit m'ont fait douter de ma propre santé mentale. Mais j'étais déterminé à plonger profondément dans cette recherche. Ce n'était qu'un marécage, un endroit isolé où l'histoire s'entremêlait à la superstition. La première journée a été productive, mais au crépuscule, alors que le soleil se cachait derrière l'horizon, un silence oppressant s'est emparé de l'endroit. Le seul bruit que l'on pouvait entendre était celui du vent, qui semblait murmurer quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Le sentiment que quelque chose ou quelqu'un me regardait s'est installé comme une présence, bien que j'ai essayé de rejeter l'idée comme une faiblesse de l'esprit. Après tout, j'étais sceptique. La logique m'avait toujours guidé, mais l'environnement hostile et isolé commençait à éroder cette certitude. Le lendemain matin, j'ai commencé à explorer la région. Le marais s'étendait devant moi, un labyrinthe de végétation dense et de boue glissante. Mon objectif était de trouver des documents historiques sur les habitants, des gens qui avaient vécu ici et qui pourraient avoir un point de vue sur cette malédiction. Dans une petite bibliothèque de village, j'ai trouvé les journaux intimes d'anciens villageois. Les descriptions étaient fascinantes. Au milieu de la nuit, on entend la respiration du marais, a dit l'un d'eux. Un autre a parlé d'échos de voix perdues dans les brumes, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire avec scepticisme. En tant qu'anthropologue, je savais que ces histoires étaient souvent exagérées. Le soir, je retournais à la cabane, résolu à étudier ces contes. Le magnétophone à côté de moi, j'ai passé des heures à revoir les notes. La faible lumière est devenue une extension de moi, comme si les murs de la cabine palpitaient d'anticipation. Des ombres dansaient autour de moi et la lanterne que je tenais tremblait dans mes mains, tandis que l'anxiété commençait à s'insinuer dans mes pensées. La nuit s'éternisait et le silence semblait s'épaissir de minute en minute. Finalement, épuisé, je me suis endormi avec l'enregistreur allumé. Les bruits de la nuit résonnaient dans mes rêves. À l'aube, encore somnole, j'ai décidé de revoir l'enregistrement. Ce que j'ai découvert m'a laissé perplexe. Des bruits inexpliqués ont envahi l'enregistrement. Des pas lourds dans la boue, comme si quelque chose bougeait dehors, quelque chose que je ne pouvais pas voir. L'adrénaline est montée, se mêlant au scepticisme qui m'avait toujours guidé. C'était juste des animaux nocturnes, me suis-je dit. Mais quelque chose en moi hésitait. Avec le courage qui me restait, j'ai décidé d'enquêter. J'ai quitté la cabine avec ma lampe de poche, éclairant l'obscurité dense devant moi. À chaque pas, le sentiment d'être observé grandissait. Les empreintes de pas dans la boue étaient différentes, humaines, circulaires et chaotiques, comme si quelqu'un avait couru là en désespoir de cause.
Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle panique? Le brouillard enveloppait tout comme une couverture oppressante, limitant ma vision. J'ai suivi mes traces, mais plus j'avançais, plus je me sentais désorienté. Chaque bruit s'amplifiait. Les échos de mes propres pas semblaient se moquer de moi. La solitude commençait à danser dans mon esprit comme une ombre vivante. Le silence, jusque-là seulement troublant, devint presque assourdissant, empli d'une présence palpable qu'il ne pouvait identifier. À chaque seconde, les empreintes semblaient s'estomper dans le brouillard, et je me retrouvais complètement seul, perdu dans un monde qui commençait à m'avaler. Épuisé et secoué, je suis retourné à la cabine. Le jour s'était enfin levé, mais il n'a pas apporté la clarté que j'avais espérée. En relisant les registres locaux, je me suis rendu compte que d'autres visiteurs avaient également décrit le même sentiment de persécution et d'inconfort. Ils parlaient de voix chuchotées qui résonnaient dans les brumes, d'une entité qui semblait veiller sur le marais. J'ai ressenti une vague de désespoir. La malédiction n'était pas une légende. C'était une construction collective de la peur qui était maintenant enchevêtrée dans mon esprit. Ce matin-là, assis à un bureau usé, j'ai écrit frénétiquement. Les mots m'ont échappé, mais la réalité de ce que je vivais a commencé à devenir claire. Ce n'était pas le marais lui-même qui était maudit, mais la pression de l'isolement, la solitude intense qui me saisissait. La véritable horreur n'était pas la présence d'une entité, mais ce que mon esprit, dans sa solitude, commençait à créer. Le marais intensifiait mes peurs les plus profondes. Les voix chuchotées étaient l'écho de ma propre insécurité. L'absence de stimuli, le manque de contact humain, a transformé chaque ombre en fantôme, chaque bruit en avertissement. Convaincu que le marais n'avait pas de malédiction, mais que c'était l'endroit même qui amplifiait mes faiblesses psychologiques, j'ai décidé qu'il était temps d'y aller. Comme je m'éloignais de la cabane, les arbres défilaient comme des ombres dansantes. Le paysage s'est ouvert devant moi, mais le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. La solitude, cependant, semblait diminuer à mesure que je m'éloignais de cet endroit. Teufelsmoor n'était pas seulement un marécage, c'était un miroir qui reflétait mes propres peurs. Ce que j'avais appris là-bas, ce n'était pas seulement sur les histoires des habitants, mais sur moi-même. Parfois, la vraie terreur n'est pas dans les légendes qui nous entourent, mais dans les vérités non dites qui habitent en nous. Le silence du marais de Teufelsmoor résonne encore dans mon esprit. Un rappel constant que les plus grandes malédictions sont celles que nous avons nous-mêmes créées. Hokkaido, avec ses vastes champs de fleurs et la sérénité de ses forêts, m'a toujours semblé être une escapade parfaite. Moi, Yuko Ishikawa, une enseignante à la retraite de 68 ans, cherchais à échapper au rythme effréné de la vie urbaine. Après la mort de mon mari Takeshi, ma vie était devenue une mosaïque de solitude et de tristesse. Les souvenirs s'éternisaient comme des ombres par un jour nuageux, et j'aspirais à un endroit où je pourrais trouver la paix. C'est ainsi que la cabane, située dans une zone isolée d'Hokkaido, est devenue ma nouvelle maison temporaire. Quand je suis arrivé à la cabane, je ne m'attendais pas à ce que cet endroit, si plein d'histoire et de vie, devienne un portail vers un monde que je n'aurais jamais imaginé visiter. L'ami qui m'avait recommandé la cabane m'avait parlé de sa tranquillité, de la beauté du lac voisin et des forêts qui l'entouraient. Avec ses grandes fenêtres, la cabane laissait entrer la lumière du soleil et le bruit du vent dans les arbres sonnait comme une berceuse pour mon âme fatiguée. Cependant, ce qui semblait être un endroit paisible s'est rapidement transformé en quelque chose qui défiait la raison. Au début, le calme que j'aspirais s'est installé. Je passais mes journées à explorer les environs, à lire des livres qui avaient pris la poussière sur mes étagères et même à faire pousser des fleurs dans la petite cour avant. Mais au coucher du soleil, l'atmosphère a changé. Parfois, quand je regardais par la fenêtre, j'avais l'impression d'être observé. Des silhouettes flottantes semblaient apparaître dans le coin de mon champ de vision, et quand je me suis retourné, il n'y avait rien. La première rencontre avec l'inexplicable s'est produite une nuit pluvieuse. Pendant que j'écrivais dans mon journal, une lettre jaunie est apparue sur la table.
Il s'agissait d'une lettre d'un ancien résident de la cabane, datant de plus de 30 ans. Les paroles étaient délicates et bien dessinées, mais le message était angoissant. Pardonnez-moi, je ne savais pas que le temps était si implacable. Je ne l'ai pas compris tout de suite, mais la présence de cet esprit a commencé à prendre racine en moi, une curiosité troublante. Le lendemain matin, alors que je marchais dans les bois, j'ai vu une silhouette familière parmi les arbres. Son cœur s'est emballé. C'était un homme, vêtu de vêtements qui me rappelaient mon mari dans sa jeunesse. Dès que j'ai essayé de m'approcher, il a disparu, comme de la fumée dans une brise légère. Que se passait-il? Est-ce que je perdais la raison ou y avait-il vraiment quelque chose de plus que la mort qui nous séparait? Chaque jour qui passait, la cabane révélait de nouveaux secrets. D'autres fantômes commencèrent à apparaître. J'ai vu une femme au visage triste errer dans la cuisine, un jeune homme qui regardait le lac comme s'il attendait quelqu'un. Les murmures et les chuchotements flottaient dans l'air, et dans les moments de calme, ils pouvaient être entendus comme les échos d'un passé oublié. Je n'avais pas d'autre choix que de me confronter à ces apparitions. Comment pourrais-je trouver la paix si mon cœur était encore lié par le chagrin et la douleur? Une nuit, alors que la pleine lune illuminait le ciel, mon mari est réapparu, plus clair que jamais. Il était assis sur le porche, ses yeux brillaient d'une lumière que je reconnaissais. « Yuko, dit-il doucement, la vie ne s'arrête pas avec la mort. » Ces paroles m'ont pénétré comme un courant électrique. Nous avons parlé de ce qu'il ressentait, et j'ai pleuré des larmes qui semblaient baigner non seulement ma tristesse, mais aussi la douleur accumulée de mois de chagrin. Il m'a rappelé que j'avais toujours été lié à lui, même en son absence physique. La connexion que j'ai ressentie avec ces esprits n'était pas seulement un aperçu de la vie qui avait disparu, mais aussi le reflet de mes propres émotions et regrets. J'ai réalisé qu'ils étaient là, non pas pour me faire peur, mais pour m'aider à comprendre que la perte fait partie du processus de la vie. À chaque visite que je recevais, plus de lumière entrait dans l'obscurité qui m'entourait. Après des jours de révélation, j'ai décidé qu'il était temps de quitter la cabine. La décision n'a pas été prise sans douleur. Je savais que ces âmes, en particulier celle de Takeshi, auraient toujours une place spéciale dans mon cœur. Cependant, ce que j'ai remarqué lors de mes rencontres, c'est qu'il voulait que j'avance, que je retrouve la sérénité que je recherchais. Hier matin, en regardant par la fenêtre de la cabine, j'ai pris un moment pour lui dire au revoir. Le lac était calme, reflétant les arbres environnants. Il était temps de partir, mais non sans un dernier geste de gratitude. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai murmuré « Merci mon amour, je serai toujours avec toi ». De retour à la ville, la sérénité que j'aspirais s'est finalement installée dans mon être. Les souvenirs de Takeshi n'étaient plus un fardeau, mais une source de force. La hutte d'Hokkaido était devenue plus qu'un refuge. C'était un portail qui m'a permis de faire face à la douleur et de me reconnecter à la vie. Maintenant, le cœur léger et l'esprit calme, j'ai compris que la vie est une continuité d'amour et de souvenirs, et que le véritable amour ne s'éteint jamais, même après la mort. Cette expérience transformatrice m'a donné un nouveau but. Non seulement j'ai dit au revoir à Takeshi, mais j'ai aussi embrassé la beauté des souvenirs, et d'une certaine manière, j'ai continué à vivre avec lui à chaque pas que je faisais. Alors, quand je suis revenu dans la ville, je ne suis pas seulement revenu en tant que Yuko Ishikawa, l'enseignante à la retraite, mais en tant que femme en paix avec elle-même, prête à affronter le monde, ses lumières et ses ombres. Mon arrivée en Roumanie s'est déroulée au milieu d'une urgence émotionnelle qui m'a aspiré à l'intérieur. La vie à Bucarest, avec ses bruits et ses corvées sans fin, n'a fait qu'accentuer le vide que je ressentais. Professeur d'université, écrivain, c'est comme ça que la plupart des gens me voyaient. Mais au fond de moi, j'étais brisé, submergé par la frustration et la lassitude.
Tout ce dont j'avais besoin, c'était de me déconnecter, de m'échapper, de devenir une ombre parmi les montagnes à Puseni, où rien d'autre que la nature ne pouvait me trouver. Peut-être le silence intense, peut-être l'absence de voix, pourrait-il me redonner le goût d'écrire. Quand je suis arrivé à la cabane, un refuge en bois archaïque perdu sur les pistes, j'ai su que c'était le bon endroit. Il n'y avait pas de signal téléphonique, pas de contact avec le monde extérieur. Seulement l'odeur du bois humide et le vent qui transperçait les arbres à l'extérieur. La première nuit fut sereine. Je n'ai rien fait d'autre que d'allumer la cheminée, de m'envelopper dans une couverture et de regarder le feu s'éteindre. La paix que je cherchais semblait être là, dans la chaleur crépitante du bois, dans les ombres qui dansaient sur les murs. Je me suis endormi peu de temps après, bercé par cette chaleur étrange et réconfortante. La deuxième nuit, cependant, quelque chose a commencé à changer. Le silence que j'avais autrefois recherché me semblait maintenant oppressant, aigu. Il n'y avait plus le calme que j'aspirais, et les heures s'écoulaient, comme si quelque chose à l'extérieur n'attendait que le bon moment pour se manifester. Mes oreilles ont commencé à capter des sons subtils, des bruits qui, bien que lointains, semblaient émerger du sol ou des coins de la cabine. Des murmures étouffés, peut-être un courant d'air se déplaçant entre les fissures des fenêtres. J'ai passé une grande partie de la nuit assis dans le noir, analysant chaque son, essayant de comprendre si ce que j'entendais était réel ou simplement mon esprit, fatigué et fragile, jouant des tours. Au cours de la journée, la situation ne s'est pas améliorée. Le soleil pâle et faible semblait incapable de réchauffer la pièce, et la forêt autour de la hutte se dressait comme une masse dense et infranchissable. Un matin, au cours d'une brève promenade nécessaire pour relâcher la tension accumulée, j'ai trouvé quelque chose qui m'a profondément perturbé. Parmi les arbres, presque enfoui dans la terre humide, un petit objet patiné par le temps, un ruban de tissu, collé sur une branche tordue comme une offrande macabre. Il avait l'air vieux, délavé, mais il était impossible de ne pas penser que quelqu'un l'avait laissé là, intentionnellement, comme un avertissement. De retour à la cabane, le sentiment que je n'étais pas seul grandissait. Quelque chose bougeait à la périphérie de ma vision, de courtes ombres qui disparaissaient dès que j'essayais de me concentrer sur elles. J'ai commencé à me rendre compte que la cabane avait ses propres secrets. Dans l'un des tiroirs de la cuisine, j'ai trouvé une vieille feuille de papier, couverte de mots griffonnés à la main, presque indéchiffrables, qui parlaient d'une veillée sans fin, d'yeux qui ne se ferment jamais et d'ombres qui rôdent. Les mots me dérangeaient, mais ce qui me dérangeait le plus, c'était le sentiment de familiarité. Même si je n'y étais jamais allé, j'avais l'impression que ces phrases avaient été écrites pour moi, un message d'un inconnu qui partageait la même solitude, le même désespoir. Au fil des jours, l'écriture est devenue une compulsion. Je ne dormais plus. Je m'asseyais à la table, la plume à la main, et les mots apparaissaient simplement, comme si mon esprit n'était qu'un canal, un portail à travers lequel se manifestaient des pensées étrangères. Ce n'étaient pas des histoires normales. C'était un courant de conscience, presque comme une prophétie inversée. Chaque phrase semblait avoir un poids, et le contenu, de plus en plus obscur, décrivait des tourments qui n'étaient pas les miens, mais d'une présence sombre et hostile. C'était comme si la cabane me forçait à écrire, à revivre des souvenirs qui n'ont jamais été les miens, qui appartenaient à une autre âme, qui n'aurait peut-être jamais quitté cet endroit. Une nuit, alors que je griffonnais l'un des passages, quelque chose m'a fait lever les yeux. La fenêtre, qui m'avait auparavant donné une vue sur la forêt morte, semblait maintenant encadrer quelque chose de différent. Les arbres étaient là, oui, mais il y avait autre chose, une silhouette presque indiscernable, immobile, juste une présence, une ombre qui ne devrait pas être là. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la fenêtre avec un mélange d'effroi et de fascination. Quand j'ai regardé dehors, l'ombre avait disparu, mais le sentiment persistait, comme si ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle ne revienne. Dans les jours qui ont suivi, j'ai essayé de sortir, mais les chemins étaient bloqués. La neige tombée les jours précédents avait fermé les routes, et toute tentative de communication était vaine. J'étais piégé, seul,
obligé de vivre avec le vide de la cabine et les mots qui coulaient de mon esprit compulsivement, transformant mes pensées en un abîme dont je ne pouvais pas m'échapper. J'ai commencé à entendre des coups sur les murs pendant la nuit, des sons rythmés et constants, comme si quelque chose ou quelqu'un essayait d'attirer mon attention. Au début, je l'ai ignoré, mais plus tard, une curiosité morbide a pris le dessus. Je me levai et suivis le son dans la pièce sombre où un mur semblait émettre un écho étrange. J'ai posé mon oreille sur la surface froide et j'ai entendu respiration, une lumière, un calme presque synchronisé avec le mien. La panique s'empara de moi, mais il était trop tard. Je savais que la cabane me possédait, que tout ce qui était là en faisait partie. J'ai essayé de lutter contre la compulsion, mais au fond de moi, je savais que j'avais perdu. Ma santé mentale s'est glissée entre les pages tachées d'encre, et je n'ai pas eu d'autre choix que de continuer à écrire, laissant les ombres prendre le dessus sur mon être. Finalement, alors que la tempête semblait donner un répit, j'ai été retrouvé par une équipe de sauvetage. Ils ne comprenaient pas mon état. Ils m'ont traîné dehors, insistant sur le fait que j'étais juste épuisé, déshydraté. Mais quelque chose en moi avait changé. La réalité qu'ils connaissaient s'était fragmentée. J'ai regardé en arrière vers la cabine et j'ai vu l'ombre de quelqu'un à la fenêtre. Quelqu'un qui savait maintenant très bien qui j'étais. Mon esprit a toujours recherché l'immobilité, et c'est peut-être pour cela que la photographie était ma vocation. Le silence absolu du Lysefjord, ses eaux sombres et ses rochers imposants, était le refuge idéal pour échapper à l'agitation. Moi, Ingrid Bjerk, 32 ans, j'ai toujours été fasciné par les paysages inhospitaliers, les lieux où l'homme devient minuscule face à la nature. Il était arrivé au fjord avec un objectif clair, capturer un environnement si authentique et intact que chaque image semblait pulser. Cependant, cette cabine, il était impossible de l'ignorer. C'était là, caché parmi la végétation dense, un bâtiment ancien et fragile, presque en ruine. J'ai décidé de l'utiliser comme base pour mes promenades et comme refuge la nuit. Lorsqu'elle ouvrit la porte, l'odeur du bois vieilli envahit l'air, mêlée à quelque chose d'autre, d'indéfinissable. Au début, j'ai exploré l'intérieur avec désinvolture. J'ai vu des marques étranges sur les murs, de petites incisions dans le bois, qui ressemblaient à des gravures ou à des symboles grossiers. Mais je n'y ai pas prêté attention. Le lendemain matin, le soleil se leva à travers les montagnes et illumina l'intérieur de la cabane, révélant des marques sur le sol. Ce n'était pas seulement de la saleté, c'était sombre, presque brun, des taches éparpillées de manière irrégulière. J'ai regardé attentivement, et la texture, dense et sèche, ne laissait aucun doute. Des taches de sang. Le sentiment de répulsion m'a envahi, mais j'ai essayé de repousser cette pensée. Les gens campent, chassent. Peut-être était-ce un accident. Mais au fur et à mesure que la journée avançait et que je me consacrais à la photographie, l'agitation me consumait. Le crépitement des feuilles, l'écho des oiseaux, tout semblait muet et lointain. Je suis retourné à la cabane à la fin de la journée, cherchant à me reposer. Mais dès que je suis entré, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Dans un coin près de l'entrée, un ensemble de rayures se détachait sur le plancher en bois. Il ressemblait à des traînées de clous, comme si quelqu'un avait traîné leurs doigts avec une force désespérée. J'ai avalé et mon cœur s'est emballé. J'ai essayé de rationaliser. Les gens peuvent réagir à la peur de manière intense. Mais le sentiment tenace que quelque chose n'allait pas du tout ne me laissait pas faire. Plus tard, dans l'obscurité de la nuit, j'ai dû allumer une lampe de poche pour chercher un cahier que j'avais laissé sur le sol. Alors que je balayais le faisceau de lumière à travers la pièce, j'ai vu une forme curieuse sur l'un des murs latéraux. Je suis allé là-bas et en l'éclairant mieux, je me suis rendu compte que les marques formaient un motif. Il y avait 4 figures humaines grotesquement gravées sur le mur, empilées de manière chaotique, et à côté d'elles une petite inscription en norvégien, quelque chose comme « Les eaux du fjord recèlent des secrets qui ne devraient jamais voir le jour ». J'ai passé le reste de la nuit sans dormir, essayant d'ignorer la peur. Mais le lendemain matin, j'ai ressenti un besoin urgent de sortir de là et d'explorer un peu plus, peut-être de trouver une explication.
En fait, j'avais besoin de savoir. Il y avait dans cette cabine quelque chose de sombre qui semblait réveiller mon esprit, comme une fièvre insidieuse. Autour du site, j'ai continué à remarquer de petits détails qui s'étaient échappés auparavant. Des traces de feu sur les pierres, des morceaux de tissu qui se désintégraient au toucher et des traces de pas sur le sol, certaines si grandes qu'elles semblaient appartenir à un homme costaud. Puis, presque sans m'en rendre compte, j'ai commencé à me sentir observé. Au loin, parmi les arbres, des ombres semblaient se mouvoir subtilement. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. Quand je suis rentré dans la cabine, quelque chose était différent. La porte était ouverte, se balançant au gré du vent. J'étais sûr de l'avoir enfermée. À l'intérieur, les taches de sang sur le sol semblaient s'être étendues. Le bois grinçait sous mes pas, et l'air lourd rendait la respiration plus difficile. C'était comme si cet endroit respirait, comme s'il avait une vie propre. J'ai pris mon appareil photo, et soudain, une idée m'est venue. Enregistrer chaque détail, chaque tache, chaque marque. S'il s'agissait d'un crime non enregistré, je le documenterais. Pendant des heures, j'ai pris des photos, essayant de faire en sorte que l'objectif capture le sentiment d'horreur qui m'envahissait. Mais à chaque clic, la peur semblait s'intensifier. Il faisait déjà nuit quand j'ai remarqué quelque chose qui m'a fait m'arrêter immédiatement. Sur la dernière photo, en zoomant sur les détails de la toile, j'ai vu une ombre qui n'aurait pas dû être là. Une silhouette qui semblait me regarder depuis le coin de la cabine. Je me tournai lentement vers l'endroit et la panique se serra dans ma poitrine. Il n'y avait personne. Mes mains tremblaient et j'ai senti qu'il était temps de partir. Mais le couloir menant à la sortie semblait s'étendre à chaque pas. Quand j'ai finalement touché la poignée de la porte, un grincement derrière moi a paralysé tous mes sens. Quelqu'un ou quelque chose était là. J'ai dégluti en retenant mon cri et j'ai couru. Tandis que je m'enfuyais, l'écho de mes pas se mêla au bruit d'une autre série de pas, plus lents mais plus lourds derrière moi. À chaque pas, mon cœur battait avec une force insupportable. J'ai senti une présence, froide et insistante, une ombre qui semblait se rapprocher à chaque seconde. J'ai atteint le bord du fjord et j'ai regardé en arrière. La cabine était là, immobile, la porte entr'ouverte comme une invitation de mauvais augure. Mais le chiffre avait disparu. L'ombre qui me hantait faisait maintenant partie de mon passé, mais les images et les sons de cet endroit restaient gravés. Et au fond de moi, je savais que je ne regarderais plus jamais le monde de la même manière. Revenir à la cabane marchand des monts d'Arrée, qui reposait au bord d'une vallée brumeuse, était une idée qui habitait depuis longtemps mon esprit. Il y a de nombreuses années, après la mort de mes parents et la carrière que j'ai embrassée en tant qu'avocat, j'ai quitté les monts et les ténèbres qui semblaient toujours planer sur eux. La raison pour laquelle je suis parti, ou du moins ce que je voulais croire, était le destin inévitable de l'âge adulte et non les événements étranges qui ont entouré la disparition de ma sœur. L'arrivée fut tout ce que j'attendais. Le ciel gris semblait suivre les contours des sommets et des forêts sombres. La vieille cabane encore têtue, ses murs qui avaient absorbé des décennies d'humidité et faisaient écho au poids des souvenirs de famille. La mousse avait envahi les pierres et le bois, mais la structure était toujours debout, protégeant ses secrets et témoignant des histoires que nos parents ne racontaient pas. C'est là, sur ce morceau de terre isolé, où le vent même semblait plus dense, que le marchand a enterré le passé. J'ai laissé mes affaires dans la cabine et j'ai commencé à explorer le parc. J'ai marché jusqu'à l'arbre où nous avions l'habitude de jouer, près du ruisseau où j'ai vu ma sœur courir pour la dernière fois, ses rires résonnant à travers les rochers. Au fur et à mesure que le jour avançait, le brouillard s'épaississait et des ombres dansaient sur les bords de mon champ de vision. J'ai essayé de me convaincre que le temps avait changé le paysage et mes souvenirs. Cependant, l'atmosphère chargée des monts d'Arrée n'avait pas changé. Il semblait encore plus fort, comme si cet endroit attendait mon retour. Quand je suis rentré dans la cabine au crépuscule, la lumière s'échappait déjà par les fenêtres poussiéreuses. Avec une lampe de poche à la main, j'ai commencé à explorer l'intérieur. J'ai ouvert des tiroirs,
fouillé dans des armoires, mais tout ce que j'ai trouvé, ce sont des restes de ce qui était autrefois notre vie là-bas, comme des cadres rouillés et le journal intime de ma mère, avec des pages arrachées. Cependant, lorsque j'ai essayé de déplacer une étagère contre un mur, j'ai remarqué que le sol craquait d'une manière étrange. En dessous, il y avait un espace creux. Avec effort, j'ai repoussé l'étagère et j'ai trouvé une ouverture, où un petit compartiment en bois cachait quelque chose enveloppé dans de vieux tissus. Je les ai déroulés avec des doigts tremblants, révélant une poupée de chiffon, le jouet préféré de ma sœur, sale et usée. C'était comme si le temps s'était arrêté à l'intérieur, en conservant un morceau. Ce qui est étrange, c'est que je ne me souvenais pas de l'avoir vu sortir la poupée de la pièce. Cette nuit-là, j'aurais dû dormir, mais le calme devenait de plus en plus troublant. Un bruit doux, semblable à des pas lents, commença à se faire entendre. Le bois du plancher grinça légèrement, interrompant le silence. Je suis resté immobile, essayant de comprendre si c'était juste mon esprit qui me jouait des tours, ou si le passé se cachait vraiment autour de moi, reconstituant un vieux souvenir. C'est à ce moment-là que, pendant un instant, j'ai presque senti le léger contact d'une main sur mon épaule. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis forcé à me lever. J'avais besoin de voir ce que cet endroit contenait d'autre. Sur le mur où était caché le dernier vestige de ma sœur, j'ai gratté la peinture usée et j'ai remarqué des marques gravées, presque invisibles, comme de petites inscriptions ou des mots qui s'entremêlent. Des paroles usées par le temps, mais clairement présentes. Les mots n'avaient pas de sens au début, mais le schéma dans lequel ils se répétaient me semblait familier. Ma sœur et moi avions inventé une langue pour nous-mêmes, griffonnée dans le journal intime auquel il manquait maintenant quelques pages. C'était comme si elle essayait de me parler après tant d'années. Là, dans l'obscurité et le calme forcé de cet endroit, je pouvais presque voir son visage, ses grands yeux me fixant, avec la même expression curieuse que lorsque nous étions enfants. Cependant, le silence fut bientôt rompu par un coup violent à la porte d'entrée, suivi d'un bruit lointain de pas résonnant dans la forêt. J'ai regardé dehors, mais la nuit était si dense que toute forme se perdait. Ces bruits, qui semblaient autrefois être le fruit de mon imagination, étaient maintenant plus proches, pressant presque la hutte. La pluie a commencé à tomber fort, m'obligeant à rester à l'intérieur de la maison. La tempête semblait entourer la cabane exprès, comme si l'endroit me retenait, comme si la maison elle-même ne voulait pas que je parte avant que je puisse découvrir ce qui s'était réellement passé. Alors, comme un dernier défi à ma propre peur, je suis allé au grenier, l'endroit où, quand nous étions petits, nous n'osions pas y aller seuls. Là, tout était intact, couvert de poussière et de toiles d'araignée. Dans l'un des coins, j'ai trouvé une malle, fermée par une vieille chaîne et un cadenas rouillé. Je savais que je ne devais pas l'ouvrir, mais la curiosité qui m'y avait amené était plus forte que n'importe quel avertissement silencieux. En forçant la serrure, j'ai senti une pression soudaine dans ma poitrine, comme si quelque chose m'oppressait, essayant de m'empêcher de continuer. Mais j'ai continué. À l'intérieur de la malle, il y avait d'autres objets de ma sœur. Un mouchoir, des photos, un ruban usé et une lettre qui m'était adressée. La lettre, écrite d'une écriture tremblante et désordonnée, ressemblait à un mélange de peur et de désespoir, avec des mots décousus comme si elle essayait de dire quelque chose tout en étant interrompue ou observée. La dernière ligne, cependant, était claire et directe. Ne regardez pas en arrière. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé ce qui se passait. Tout autour, le passé, les souvenirs étaient vivants à cet endroit. Ce n'était pas seulement ma sœur, mais le poids d'une histoire qui n'avait jamais été racontée, quelque chose qui aurait dû rester enfoui avec les secrets de la cabane. J'ai senti une présence derrière moi, une ombre qui planait, attendant que je commette l'erreur de regarder en arrière, de me confronter à ce qui nous avait entourés pendant toutes ces années. Cette nuit-là, la tempête a continué à me garder piégé là-bas. Et quand les premiers signes de lumière du jour sont apparus, j'ai décidé qu'il était temps de partir. Je n'ai rien emporté avec moi, j'ai tout laissé à l'endroit où je l'ai trouvé. Je savais qu'il y avait des mystères qui devaient rester inexplorés,
qu'il valait peut-être mieux que l'histoire de ma sœur fût oubliée dans les monts d'Arié. En descendant la colline, j'ai senti que la cabane me regardait, que les arbres m'entouraient, comme s'ils voulaient me garder là pour toujours, gardien d'un secret dont je ne voulais pas faire partie. Ce jour-là, en sortant des monts d'Arié, l'image de ma sœur, de son sourire et de la dernière fois que je l'ai vue, a disparu de mon esprit, remplacé par le vide, un oubli volontaire qui semblait être le seul moyen d'avancer. Je m'appelle Max Reiner, je suis un anthropologue allemand qui s'intéresse particulièrement aux légendes et aux mythes qui façonnent la culture d'un peuple. Mes années de recherche m'ont conduit dans des lieux inhospitaliers et des interactions avec les habitants qui ont raconté leurs histoires, souvent imprégnées de superstitions. Mais rien ne m'avait préparé à la solitude étouffante que j'ai trouvée dans la chaumière isolée de Teufelsmoor, près de Brême, où les histoires sur la malédiction du marais m'ont attiré comme un aimant. L'idée que ce marais était maudit ressemblait à une fable inventée par des villageois qui ne pouvaient pas faire face à l'immensité du silence qui les entourait. La nature, la flore et la faune, chaque élément autour de moi était complètement différent de tout ce que j'avais jamais vu. La densité presque palpable de l'air et l'obscurité qui enveloppait la cabine la nuit m'ont fait douter de ma propre santé mentale. Mais j'étais déterminé à plonger profondément dans cette recherche. Ce n'était qu'un marécage, un endroit isolé où l'histoire s'entremêlait à la superstition. La première journée a été productive, mais au crépuscule, alors que le soleil se cachait derrière l'horizon, un silence oppressant s'est emparé de l'endroit. Le seul bruit que l'on pouvait entendre était celui du vent, qui semblait murmurer quelque chose que je ne pouvais pas comprendre. Le sentiment que quelque chose ou quelqu'un me regardait s'est installé comme une présence, bien que j'ai essayé de rejeter l'idée comme une faiblesse de l'esprit. Après tout, j'étais sceptique. La logique m'avait toujours guidé, mais l'environnement hostile et isolé commençait à éroder cette certitude. Le lendemain matin, j'ai commencé à explorer la région. Le marais s'étendait devant moi, un labyrinthe de végétation dense et de boue glissante. Mon objectif était de trouver des documents historiques sur les habitants, des gens qui avaient vécu ici et qui pourraient avoir un point de vue sur cette malédiction. Dans une petite bibliothèque de village, j'ai trouvé les journaux intimes d'anciens villageois. Les descriptions étaient fascinantes. Au milieu de la nuit, on entend la respiration du marais, a dit l'un d'eux. Un autre a parlé d'échos de voix perdues dans les brumes, et je n'ai pas pu m'empêcher de sourire avec scepticisme. En tant qu'anthropologue, je savais que ces histoires étaient souvent exagérées. Le soir, je retournais à la cabane, résolu à étudier ces contes. Le magnétophone à côté de moi, j'ai passé des heures à revoir les notes. La faible lumière est devenue une extension de moi, comme si les murs de la cabine palpitaient d'anticipation. Des ombres dansaient autour de moi et la lanterne que je tenais tremblait dans mes mains, tandis que l'anxiété commençait à s'insinuer dans mes pensées. La nuit s'éternisait et le silence semblait s'épaissir de minute en minute. Finalement, épuisé, je me suis endormi avec l'enregistreur allumé. Les bruits de la nuit résonnaient dans mes rêves. À l'aube, encore somnole, j'ai décidé de revoir l'enregistrement. Ce que j'ai découvert m'a laissé perplexe. Des bruits inexpliqués ont envahi l'enregistrement. Des pas lourds dans la boue, comme si quelque chose bougeait dehors, quelque chose que je ne pouvais pas voir. L'adrénaline est montée, se mêlant au scepticisme qui m'avait toujours guidé. C'était juste des animaux nocturnes, me suis-je dit. Mais quelque chose en moi hésitait. Avec le courage qui me restait, j'ai décidé d'enquêter. J'ai quitté la cabine avec ma lampe de poche, éclairant l'obscurité dense devant moi. À chaque pas, le sentiment d'être observé grandissait. Les empreintes de pas dans la boue étaient différentes, humaines, circulaires et chaotiques, comme si quelqu'un avait couru là en désespoir de cause. Mon cœur s'est emballé. Qu'est-ce qui a pu provoquer une telle panique? Le brouillard enveloppait tout comme une couverture oppressante, limitant ma vision. J'ai suivi mes traces, mais plus j'avançais, plus je me sentais désorienté. Chaque bruit s'amplifiait.
Les échos de mes propres pas semblaient se moquer de moi. La solitude commençait à danser dans mon esprit comme une ombre vivante. Le silence, jusque-là seulement troublant, devint presque assourdissant, empli d'une présence palpable qu'il ne pouvait identifier. À chaque seconde, les empreintes semblaient s'estomper dans le brouillard, et je me retrouvais complètement seul, perdu dans un monde qui commençait à m'avaler. Épuisé et secoué, je suis retourné à la cabine. Le jour s'était enfin levé, mais il n'a pas apporté la clarté que j'avais espérée. En relisant les registres locaux, je me suis rendu compte que d'autres visiteurs avaient également décrit le même sentiment de persécution et d'inconfort. Ils parlaient de voix chuchotées qui résonnaient dans les brumes, d'une entité qui semblait veiller sur le marais. J'ai ressenti une vague de désespoir. La malédiction n'était pas une légende. C'était une construction collective de la peur qui était maintenant enchevêtrée dans mon esprit. Ce matin-là, assis à un bureau usé, j'ai écrit frénétiquement. Les mots m'ont échappé, mais la réalité de ce que je vivais a commencé à devenir claire. Ce n'était pas le marais lui-même qui était maudit, mais la pression de l'isolement, la solitude intense qui me saisissait. La véritable horreur n'était pas la présence d'une entité, mais ce que mon esprit, dans sa solitude, commençait à créer. Le marais intensifiait mes peurs les plus profondes. Les voix chuchotées étaient l'écho de ma propre insécurité. L'absence de stimuli, le manque de contact humain, a transformé chaque ombre en fantôme, chaque bruit en avertissement. Convaincu que le marais n'avait pas de malédiction, mais que c'était l'endroit même qui amplifiait mes faiblesses psychologiques, j'ai décidé qu'il était temps d'y aller. Comme je m'éloignais de la cabane, les arbres défilaient comme des ombres dansantes. Le paysage s'est ouvert devant moi, mais le sentiment d'être observé n'a jamais disparu. La solitude, cependant, semblait diminuer à mesure que je m'éloignais de cet endroit. Teufelsmoor n'était pas seulement un marécage, c'était un miroir qui reflétait mes propres peurs. Ce que j'avais appris là-bas, ce n'était pas seulement sur les histoires des habitants, mais sur moi-même. Parfois, la vraie terreur n'est pas dans les légendes qui nous entourent, mais dans les vérités non dites qui habitent en nous. Le silence du marais de Teufelsmoor résonne encore dans mon esprit. Un rappel constant que les plus grandes malédictions sont celles que nous avons nous-mêmes créées. Hokkaido, avec ses vastes champs de fleurs et la sérénité de ses forêts, m'a toujours semblé être une escapade parfaite. Moi, Yuko Ishikawa, une enseignante à la retraite de 68 ans, cherchais à échapper au rythme effréné de la vie urbaine. Après la mort de mon mari Takeshi, ma vie était devenue une mosaïque de solitude et de tristesse. Les souvenirs s'éternisaient comme des ombres par un jour nuageux, et j'aspirais à un endroit où je pourrais trouver la paix. C'est ainsi que la cabane, située dans une zone isolée d'Hokkaido, est devenue ma nouvelle maison temporaire. Quand je suis arrivé à la cabane, je ne m'attendais pas à ce que cet endroit, si plein d'histoire et de vie, devienne un portail vers un monde que je n'aurais jamais imaginé visiter. L'ami qui m'avait recommandé la cabane m'avait parlé de sa tranquillité, de la beauté du lac voisin et des forêts qui l'entouraient. Avec ses grandes fenêtres, la cabane laissait entrer la lumière du soleil et le bruit du vent dans les arbres sonnait comme une berceuse pour mon âme fatiguée. Cependant, ce qui semblait être un endroit paisible s'est rapidement transformé en quelque chose qui défiait la raison. Au début, le calme que j'aspirais s'est installé. Je passais mes journées à explorer les environs, à lire des livres qui avaient pris la poussière sur mes étagères et même à faire pousser des fleurs dans la petite cour avant. Mais au coucher du soleil, l'atmosphère a changé. Parfois, quand je regardais par la fenêtre, j'avais l'impression d'être observé. Des silhouettes flottantes semblaient apparaître dans le coin de mon champ de vision, et quand je me suis retourné, il n'y avait rien. La première rencontre avec l'inexplicable s'est produite une nuit pluvieuse. Pendant que j'écrivais dans mon journal, une lettre jaunie est apparue sur la table. Il s'agissait d'une lettre d'un ancien résident de la cabane, datant de plus de 30 ans. Les paroles étaient délicates et bien dessinées, mais le message était angoissant. « Pardonnez-moi, je ne savais pas que le temps était si implacable. » Je ne l'ai pas compris tout de suite,
Mais la présence de cet esprit a commencé à prendre racine en moi, une curiosité troublante. Le lendemain matin, alors que je marchais dans les bois, j'ai vu une silhouette familière parmi les arbres. Son cœur s'est emballé. C'était un homme, vêtu de vêtements qui me rappelaient mon mari dans sa jeunesse. Dès que j'ai essayé de m'approcher, il a disparu, comme de la fumée dans une brise légère. Que se passait-il? Est-ce que je perdais la raison ou y avait-il vraiment quelque chose de plus que la mort qui nous séparait? Chaque jour qui passait, la cabane révélait de nouveaux secrets. D'autres fantômes commencèrent à apparaître. J'ai vu une femme au visage triste errer dans la cuisine, un jeune homme qui regardait le lac comme s'il attendait quelqu'un. Les murmures et les chuchotements flottaient dans l'air, et dans les moments de calme, ils pouvaient être entendus comme les échos d'un passé oublié. Je n'avais pas d'autre choix que de me confronter à ces apparitions. Comment pourrais-je trouver la paix si mon cœur était encore lié par le chagrin et la douleur? Une nuit, alors que la pleine lune illuminait le ciel, mon mari est réapparu, plus clair que jamais. Il était assis sur le porche, ses yeux brillaient d'une lumière que je reconnaissais. « Yuko, dit-il doucement, la vie ne s'arrête pas avec la mort. » Ces paroles m'ont pénétré comme un courant électrique. Nous avons parlé de ce qu'il ressentait et j'ai pleuré des larmes qui semblaient baigner non seulement ma tristesse, mais aussi la douleur accumulée de mois de chagrin. Il m'a rappelé que j'avais toujours été lié à lui, même en son absence physique. La connexion que j'ai ressentie avec ces esprits n'était pas seulement un aperçu de la vie qui avait disparu, mais aussi le reflet de mes propres émotions et regrets. J'ai réalisé qu'ils étaient là, non pas pour me faire peur, mais pour m'aider à comprendre que la perte fait partie du processus de la vie. À chaque visite que je recevais, plus de lumière entrait dans l'obscurité qui m'entourait. Après des jours de révélation, j'ai décidé qu'il était temps de quitter la cabine. La décision n'a pas été prise sans douleur. Je savais que ces âmes, en particulier celle de Takeshi, auraient toujours une place spéciale dans mon cœur. Cependant, ce que j'ai remarqué lors de mes rencontres, c'est qu'il voulait que j'avance, que je retrouve la sérénité que je recherchais. Hier matin, en regardant par la fenêtre de la cabine, j'ai pris un moment pour lui dire au revoir. Le lac était calme, reflétant les arbres environnants. Il était temps de partir, mais non sans un dernier geste de gratitude. J'ai levé les yeux vers le ciel et j'ai murmuré « Merci mon amour, je serai toujours avec toi ». De retour à la ville, la sérénité que j'aspirais s'est finalement installée dans mon être. Les souvenirs de Takeshi n'étaient plus un fardeau, mais une source de force. La hutte d'Hokkaido était devenue plus qu'un refuge. C'était un portail qui m'a permis de faire face à la douleur et de me reconnecter à la vie. Maintenant, le cœur léger et l'esprit calme, j'ai compris que la vie est une continuité d'amour et de souvenirs, et que le véritable amour ne s'éteint jamais, même après la mort. Cette expérience transformatrice m'a donné un nouveau but. Non seulement j'ai dit au revoir à Takeshi, mais j'ai aussi embrassé la beauté des souvenirs, et d'une certaine manière, j'ai continué à vivre avec lui à chaque pas que je faisais. Alors, quand je suis revenu dans la ville, je ne suis pas seulement revenu en tant que Yuko Ishikawa, l'enseignante à la retraite, mais en tant que femme en paix avec elle-même, prête à affronter le monde, ses lumières et ses ombres.